Vincent Roy, je vous ai coupé l'herbe sous le pied tout à l'heure. Vous vouliez parler de Retailleau. On va en parler d'ailleurs avec Henri Guénaud qui est sur le point d'arriver, me dit-on, et qui est dans les couloirs quelque part à Europe 1 et qui arrive, sur Retailleau dans un couloir de nage. Et également, on parlait de la porte-parole du gouvernement qui a peut-être oublié son job, en fait. Oui, c'est ce qui est très étonnant. On a vu au tout début d'ailleurs, au tout début du gouvernement Barnier, vous avez vu, les ministres étaient à peine nommés. Monsieur Barnier avait dit qu'il fallait montrer tout à la fois du respect et de l'ouverture, y compris pour ce qui était du Rassemblement national. Et vous avez le ministre de l'économie qui vous a quand même dit tout de suite, qui vous a dit non, je veux bien recevoir LFI, mais pas le Rassemblement national. Enfin, ça recommence. Il a été très vite recadré. Mais voilà. Ça fait des ordres. Écoutez, ça ne montre pas une cohérence. Et là, rebolote, si j'ose dire, où effectivement, Monsieur Retailleau ne plaît pas à tout le monde. Mais alors, c'est très curieux cette affaire parce qu'on se demande même au sein du gouvernement, donc, si on prône la stabilité, puisque quand on entend des choses comme ça, ce qu'on voudrait, c'est un peu de calme, un peu d'apaisement, et voir se développer une politique. Là, je vois que même au sein même du gouvernement. Tout le monde ne le voit pas de cet œil-là. Moi, mon sentiment, c'est que Michel Barnier a réussi sa passation de pouvoir. Il a réussi, très globalement, son discours de politique générale, avec, je dirais, beaucoup d'élégance vis-à-vis des oppositions. Moi qui le connais personnellement, je dois vous dire que je le connais personnellement en tant que politique de la même région. Il m'a beaucoup surpris. Vraiment, avec cette aisance que je ne lui connaissais pas vraiment. Donc, on dit que c'est la fonction, c'est l'habit qui fait le moine, mais là, véritablement, il est dans une très belle passe, je dirais. Et le vrai défi maintenant pour lui, ça va être effectivement le budget. C'est là qu'on va rentrer dans le dur. Je salue Henri Guénaud qui vient d'arriver dans ce studio. Voilà. Bonsoir Henri Guénaud. Non sans mal. ça circulait mal. Une petite digression sur la circulation dans Paris. Je préfère ne pas m'exprimer parce que je sens que je ne vais pas être aimable avec les autorités municipales. Et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet avec le budget. Et quand j'entends déjà M. Darmanin dire « je ne voterai pas la moindre, finalement, augmentation d'impôts », mais il fait de la politique, M. Darmanin. Oui, mais attendez. Le budget, c'est pas rien. Le budget, si vous le votez, vous êtes dans la majorité. Si vous votez contre, vous êtes dans l'opposition. Donc il va falloir... Vous pouvez pas rester entre deux chaises, là. Vous voyez le grand écart. Il va falloir qu'il se positionne, effectivement. Est-ce qu'il soutient M. Barnier ou pas? Et dans ce cas-là, il est en opposition, effectivement, à Michel Barnier et donc à cette coalition voulue par le chef de l'État, Emmanuel Macron. Après, absolument. Est-ce que, Henri Guénaud, d'ailleurs, vous prenez le train en marche, est-ce que c'est une bonne tactique pour Gérald Darmanin qui, pour le coup, va se positionner pour la course à la présidentielle en 2027 ? Alors ça, je suis incapable de juger s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise tactique. Je ne comprends même pas qu'on puisse faire de la tactique dans les circonstances actuelles. Soit il pense que c'est très mal d'augmenter les impôts, et à ce moment-là, il le dit. Alors, il a une marge de manœuvre. Il peut voter contre le volet recettes et puis ne pas voter la motion de censure s'il y a une motion de censure, puisque forcément, comme il n'y a pas de majorité, il risque d'y avoir un 49-3. Et à ce moment-là, il peut très bien ne pas voter la motion de censure. Il aura à ce moment-là affirmé sa position. Mais il se peut qu'il ne soit pas le seul, ce qui est problématique, indépendamment de ce qu'on pense du budget tel qu'il est présenté aujourd'hui. On n'a pas encore tous les détails. Non, on n'a pas tous les détails. On sait où est-ce qu'on va essayer de trouver de l'argent. Sur les 60 milliards qu'on voudrait retrouver, il y a 40 milliards d'économies et donc 20 milliards de hausse d'impôts, sachant que ces 20 milliards de hausse d'impôts sont calculés sur 0,3% des contribuables et donc ce sont ces fameux ces foyers fiscaux qui gagnent plus de 250, plus de 500 ou plus d'1 million d'euros par an. Non, il y a aussi des prélèvements sur les entreprises. Il y a pas que des prélèvements sur les ménages. Les prélèvements sur les ménages, le prélèvement sur les ménages ne va pas rapporter énormément. Et puis pourquoi on le fait alors s'ils ne rapportent pas énormément? Parce qu'ils rapportent quand même un peu.
rapporte quand même un peu. On prend partout. Et je pense qu'il y a un aspect symbolique aussi dans cette. Mais alors justement, je voulais vous interroger là-dessus parce que ça m'intéresse. Juste une chose, c'est que il y a des mesures qui sont prévues dans les économies qui en réalité sont équivalentes à des hausses d'impôts. Quand vous retardez l'indexation des retraites, c'est équivalent à une hausse d'impôts. Je voulais vous interroger sur justement cette, même si ça va être marginal, et en plus si c'est marginal, pourquoi est-ce qu'on le fait, sur ces personnes qui, comme a pris l'exemple Laurent Saint-Martin, qui gagnent 500 000 euros par an et qui n'ont pas d'enfants. Moi, je connais des personnes qui sont dans cette situation-là et qui m'ont écrit d'ailleurs pendant la journée et qui m'ont dit, mais vous savez, moi je travaille, je fais 3 fois 35 heures en une semaine, je travaille dans des conditions très pénibles, j'arrive à 6 heures, je sors à 3 heures après des closings extrêmement difficiles. Ce sont des métiers d'ailleurs où on fait beaucoup d'études, où on participe aussi au rayonnement d'un pays à travers des comment dirais-je, des entreprises de finance. La question, est-ce que la méritocratie, c'est fini en France? Est-ce que la méritocratie, c'était avant et maintenant ça n'existe plus? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui gagnent 500 000 ou 1 million, on leur dit, ça va, vous pouvez quand même participer à l'effort national. Il y a un certain nombre de gens qui gagnent 1 million ou plus, oui. Et pour lesquels ça n'est pas le fruit de leur travail. Il y en a d'autres que oui. Oui, bien sûr. Mais c'est pas vrai de tous. Le problème qui est posé d'ailleurs dans tous les pays occidentaux est quand même celui du creusement des inégalités, et les gouvernements ne savent plus très bien comment gérer, au moins symboliquement, cet écart qui se creuse et qui devient dans certains cas insupportable. Mais est-ce que la méritocratie existe encore en France? Long silence. Oui, parce que tout dépend ce qu'on appelle la méritocratie. On voit bien. Est-ce que moi qui, par exemple, 2 garçons de 8 et 11 ans, est-ce que je dois leur dire, c'est mieux de faire Polytechnique, c'est mieux de faire une grande école parce que comme ça tu pourras avoir un meilleur job, parce que comme ça tu pourras gagner plus d'argent, ou est-ce que je leur dis, vous savez, aujourd'hui on est en France, on n'aime pas les riches, donc finalement faites ce que vous voulez. Les gens qui gagnent d'abord, là ça veut dire 2 personnes dans le foyer qui gagnent 250 000 euros par an, ça ne fait pas des riches. Le riche, c'est parce que dit François Hollande. Hein. Non, oui, mais à 4 000 euros. Bon, mais d'abord, vous devez juger du niveau de vie des gens en fonction de l'endroit où ils habitent, où ils travaillent, du milieu auquel ils appartiennent, des contraintes qui sont les leurs. Mais la richesse, ça se mesure au patrimoine. Ça se mesure pas au salaire, fut-il élevé. Si votre salaire vous permet d'accumuler un patrimoine très important, ou si vos stock options vous permettent d'accumuler un patrimoine très important, vous pouvez devenir riche. Bon, tous les polytechniciens ne deviennent pas riches, tous les énarques ne deviennent pas riches, tous les centraliens ne deviennent pas riches, tous les normaliens encore moins ne deviennent pas riches. Des millions. Voilà, et certains cancres gagnent des millions. Et puis certains polytechniciens aussi gagnent des millions. Mais tout dépend comment on gagne des millions. Le problème du capitalisme aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de lien direct. Alors, y en a-t-il jamais eu vraiment, mais il n'y a pas de lien direct entre ce que vous apportez à la collectivité et ce que vous pouvez gagner ou accumuler comme fortune. Certains apportent beaucoup et gagnent peu, d'autres apportent peu et gagnent beaucoup. Il y a des professions très très utiles. C'est-à-dire, on peut gagner beaucoup plus en étant opérateur sur un marché financier qu'en étant un grand chirurgien qui sauve des vies tous les jours. Voilà. Bon, donc alors on n'arrivera jamais à une justice. Et après, ça dépend où on met le curseur de la légitimité de gagner de l'argent. Non, c'est comment on gagne. Dans une société capitaliste, on devrait, et une économie de marché, on devrait gagner en fonction de son apport à la collectivité. Voilà. Georges Fenech. Non, mais dès lors que l'impôt, comme ça semble être le cas, comme ça l'est déjà en fait, est confiscatoire, qu'il prend des allures de raquette fiscale, n'est-ce pas? Vous en êtes arrivé en France, on en est, je crois, à 47 ou 48%. 49 pour certaines. Vous commencez à travailler pour vous au mois de juillet. Dont on parle jamais. Vous commencez à travailler pour vous au mois de juillet, puisque la moitié de ce que vous gagnez, vous le remettez à l'État qui le dépense généreusement. Moi, je crois franchement que c'est insupportable. Quand on vous présente une affaire comme celle-ci,
où on jurait ces grands dieux qu'il n'y aurait jamais d'augmentation, et j'entends encore même Laurent Wauquiez le dire, et que finalement on ne sait même pas en face, moi je ne suis pas au courant, de ce que vont être les réductions des dépenses de cet État pléthorique. Et quand j'entends, Henri Guénaud vient de parler des retraites, qu'on va encore s'en prendre aux retraites, en repoussant... on va pas s'en prendre qu'aux retraites. Oui, mais c'est ça qui est insupportable. On va dérembourser des soins, on va faire des déremboursements de l'assurance maladie, parce que c'est aussi dans le problème. Ça touche tout le monde, y compris les gens qui vivent à 10 euros près ou à 20 euros près par mois, parce qu'il y en a, et il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui, le 10 du mois, sont déjà l'État, les collectivités locales, on nous annonce un plan... imaginaire, selon moi, de réduction de 100 000 fonctionnaires territoriaux. Ça veut dire qu'il y aurait 100 000 fonctionnaires qui servent à rien aujourd'hui ? Moi, je veux bien le croire. Ça, c'est une proposition. Dans la territoriale, il faut voir aussi au niveau de la fonction nationale, de la fonction publique. 20h43, une pause. Henri Guénaud, Georges Fenech, Vincent Roy reviennent dans un instant. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, est avec nous, avec Vincent Roy et Georges Fenech. Il y a 40 ministres, il y en a un qui occupe l'espace, c'est Bruno Retailleau. C'est le plus droitier, le plus régalien, et pourtant on a l'impression que les macronistes laissent faire, s'effacent devant le travail du ministre de l'Intérieur. Henri Guénaud. Alors, juste, je voudrais finir sur le budget, parce que c'est un problème auquel on ne comprend plus rien. D'abord, je pose plus de questions et vous finissez sur le budget. Très bien. J'avais une question. D'abord, on ne peut pas en discuter tant qu'on n'a pas le détail. Voilà, ce qu'on a dit. Ça, c'est la première chose. La première des choses. La deuxième, c'est que, évidemment, quoi qu'on en pense, il va être difficile de demander des efforts aux plus pauvres et pas aux plus riches. Et troisièmement, ce qu'il faut voir, en attendant d'avoir plus de détails, ce sont les masses. Les masses, elles sont énormes. C'est-à-dire, ça fait 60 milliards d'ajustements budgétaires. C'est donc un plan d'austérité violent, même si on ne sait pas par rapport à quoi on fait 40 milliards d'économies, parce que est-ce que c'est sur le niveau de l'année dernière, est-ce que c'est sur le niveau de l'année dernière avec ou sans correction de l'inflation, on ne sait pas. Mais quand on annonce un chiffre comme ça, il faut se souvenir, on a augmenté entre la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy et le début du quinquennat de François Hollande, on a augmenté les impôts de 60 milliards en 4 ans. En 4 ans. Là, l'ajustement de 60 milliards, il se ferait en 1 an. Voilà, il faut se demander quand même, si on veut discuter du budget, si cette masse de prélèvements ne va pas casser une croissance qui elle-même aujourd'hui semble se ralentir. Or, vous ne faites face à vos engagements financiers qu'avec les revenus futurs, c'est-à-dire ceux de la croissance. J'entends parfaitement ce que vous dites. Simplement, on ne peut pas dire. Et d'ailleurs, le Premier ministre en a fait mention à M. Attal. On ne peut pas dire que la gestion de M. Macron ait été formidable durant les 7 premières années de son règne. C'est formidable. Et voilà que maintenant, on nous dit, mais attendez, la gestion n'a certes pas été formidable, mais pour vos retraites, on va attendre de manière à ce qu'elle soit indexée. Donc, on a fait une mauvaise gestion en clair, mais vous allez payer. Attendez, non mais, Henri Guénaud, c'est tout de même tout à fait inadmissible. Il y a des Français qui nous écoutent là, qui sont à la retraite, on leur dit non mais attendez, pour l'indexation, ça va être retardé, vous allez vous serrer la ceinture pour réparer les bêtises de quelqu'un dont vous me direz, effectivement, il a été réélu 2 fois. On est d'accord. Et le train de vie. On est d'accord. Voilà. Et ensuite, on dit pour les plus riches, parce que symboliquement, quand même, vous arrivez, nouveau gouvernement, on veut stabiliser la situation, et finalement, hop, on augmente les impôts. C'est quand même très mauvais, tout ça, quand même. Ça pose d'abord un vrai problème économique, au-delà du problème moral que vous évoquez, mais c'est toujours comme ça, quand les uns font des bêtises, ce sont toujours les Français, quels qu'ils soient, qui finissent par payer directement ou indirectement. Mais maintenant le problème il est économique. De toute façon on ne résoudra pas le problème de cette façon, parce que on remet pas de l'ordre dans les finances publiques sans s'occuper du reste. C'est le désordre des finances publiques qui vient d'abord du désordre de la société et de l'économie.
Parce qu'on n'est pas écrasé par le train de vie de l'État. Le train de vie de l'État, il est à l'os. Il faut quand même le savoir. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi sur ce sujet. Ce sont les prélèvements sociaux. Non, il est à l'os. Et si on fait des économies quelque part parce qu'il y aura trop de fonctionnaires dans un endroit, il faut les mettre ailleurs. Donc on n'économisera rien. Regardez l'état de l'école. Regardez comment on paye les profs. On n'en trouve plus. On trouve plus de policiers. La justice, l'encombrement de la justice, ça coûte et tu le sais bien. Ça coûte une fortune à la société, une fortune parce que ça bloque un tas d'opérations. Les attentes sont trop longues, les contentieux sont réglés. La confiance est rompue. Voilà. Et donc tout ça coûte très très cher. On trouve plus de soignants. Et l'immigration incontrôlée, elle ne coûte pas cher. Oui, mais si, bien sûr, mais il suffit pas de le dire. Il faudrait embaucher des douaniers. Il faut embaucher des policiers aux frontières. Il faut réouvrir des postes de douane. Pas seulement pour l'immigration, pour les trafics, parce que on a profité de la libre circulation pour diminuer drastiquement les effectifs de douaniers. Et maintenant, non seulement les gens circulent avec le principe de libre circulation à l'intérieur de l'ordre, mais les trafics aussi. Et la drogue par dizaines de tonnes. Bon, donc, faut bien comprendre que si on fait des économies parce qu'on gère mieux un endroit qui est mal géré, il faudra servir de ces économies. Enfin, on est quand même le mauvais élève de l'Europe. Comment ils ont fait au Portugal ? Comment ils ont fait, même en Grèce? Un petit pays. Non, il faut aller. En Grèce, alors, je veux dire, faisons subir ce qu'on a fait subir à la Grèce, à la France, et là, c'est un remake de la Révolution française. Enfin, je veux dire, c'est scandaleux ce qui a été fait à la Grèce. Scandaleux. Ça nous prend au nez, hein. Scandaleux, pas, non. Je crois que procès d'intention entre les pays nordistes et les pays du Sud. Ça nous prend pas au nez. Qu'est-ce qu'on a fait à la Grèce pour ceux qui découvrent, Henri Guénaud? Alors, schématiquement. La Grèce, d'abord, c'est venu non pas du fait qu'ils pouvaient pas payer leurs échéances, mais du fait qu'il y a eu une vague de spéculation sur la dette grecque qui est un petit marché et que les Allemands ont refusé ce que la France leur avait proposé, c'est-à-dire d'aller ensemble sur le marché pour contrer les spéculateurs. Bon, à partir de là, on a mis la Grèce à genoux, on lui a imposé, on a méprisé sa démocratie puisque on s'est mis on a décidé à la place des Grecs, on les a obligés à vendre un tas d'actifs, d'infrastructures, d'actifs stratégiques, etc., les ports, les chemins de fer, les Pirée, voilà. Et on a piétiné la Grèce. Il faut quand même s'en rappeler. Quelle que soit la mauvaise gestion de l'État grec, parce que les Grecs n'étaient pas pauvres, c'était l'État qui était pauvre, parce qu'on était incapable de prélever l'impôt correctement. Et ceux qui leur ont donné le plus de leçons sont ceux qui les avaient le plus poussés à s'endetter. Je pense à nos voisins en particulier, qui avaient beaucoup vendu à crédit à la Grèce, et qui après ont milité pour la mutualisation des créances sur la Grèce. Henri Guénaud, il nous reste 3 minutes. Malheureusement, le temps nous manque. J'aimerais vous entendre sur l'action de Bruno Retailleau. Oui. Alors l'action, c'est difficile d'en juger parce que pour l'instant on est dans le discours et pas dans l'action. C'est normal, hein. Il vient d'arriver et il faut bien comprendre aussi deuxièmement que pour vraiment prendre des mesures décisives dans les domaines dont il est chargé, il faut des conditions politiques qui ne sont pas réunies parce que il va falloir changer le cadre juridique. Il va falloir changer le cadre juridique. Il faut faire des modifications constitutionnelles. Il faut changer la hiérarchie. C'est l'état du droit. Il faut un référendum. C'est ça, ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, c'est l'état du droit, mais l'état du droit, il ne peut se changer que si on repense les fondements de notre état de droit aujourd'hui. Voilà. Et il en va de même pour la sécurité. C'est-à-dire qu'il faut refonder les principes de notre droit pénal. Et ça se fera pas sans avoir un mandat du peuple après une campagne présidentielle et éventuellement une campagne législative, et la consultation. Si vous voulez réformer la justice, vous le ferez pas sans référendum. Si vous voulez réformer la Constitution, vous le ferez pas par le Congrès, vous le ferez par le référendum. Bon, donc tout ça n'est pas envisageable dans le contexte actuel. Voilà, donc pour l'instant, il dit ce qu'il pense. Bon, parfois, il dit un peu trop ce qu'il pense. Vous trouvez ? Moi, je trouve, si vous voulez, que beaucoup d'amitié pour Bruno Retailleau, mais je crois que chacun doit se garder des déclarations à l'emporte-pièce, et en face aussi. Vous pensez à laquelle ? Mais je pense, par exemple, sur l'état de droit, c'était un raccourci dont on pouvait imaginer qu'il allait provoquer des réactions. Ça n'a pas manqué. Les réactions sont absurdes.
absurde. Hein. Il faut arrêter cette idée que dès qu'on n'est pas d'accord avec soi-même, les autres sont hors de l'arc républicain, hors de la République, hors de la démocratie, parce que ça, c'est dramatique. Enfin, les réactions qu'on a entendues, alors qu'elles viennent de l'extrême gauche, je peux comprendre, qu'elles viennent aussi du bloc central, étaient quand même étonnant et dangereux. Voilà, on pouvait avoir un débat sur cette question de l'état de droit. Moi, je suis l'un des premiers à en avoir parlé sur tous les sens, mais dans tous les sens. Mais simplement, je crois que tout le monde doit être conscient que ce gouvernement n'est pas un gouvernement comme les autres, parce qu'il exerce ses compétences dans un climat et dans un contexte qui n'est pas un contexte politique comme les autres. Ce gouvernement n'a reçu aucun mandat du peuple par la force des choses. Il doit se construire une légitimité, et sa mission principale, c'est assurer la continuité de l'État et faire face aux événements. Voilà. Et ça, c'est une tâche énorme. Il faut pas la compromettre par des embardés ou par la volonté, en faisant croire aux gens qu'on va réformer la société, faire un programme de droite, un programme de gauche ou du centre. Voilà. Merci beaucoup Henri Guénaud, merci à vous Georges Fenech, merci Vincent Roy, 20h55. Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.